à ce rendez-vous annuel de l'Action nationale. Nous en sommes à notre 7e édition et cet événement, vous le savez, depuis 7 ans, réunit, en dehors des cadres partisans, des militants et des intellectuels qui œuvrent pour l'avancement de la cause de l'indépendance du Québec. Bien sûr, nous sommes un lieu de rassemblement et nous sommes peut-être le seul lieu de rassemblement qui traverse les différentes familles souverainistes et indépendantistes. Nous optons pour la diversité à l'Action nationale et cette diversité, elle se reflète très bien dans les invités que nous avons eus au cours des dernières années. Nous avons eu Marcel Masse, Jacques Parizeau, Fernand Daou, Joseph Facal, Pierre Curzi et Victor Lévy-Beaulieu l'an dernier. Cette année, nous avons voulu donner la parole à Jean Garon, ce valeureux combattant de l'indépendance qui, depuis 50 ans, est fidèle à ses convictions et qui les exprime toujours avec son franc-parler. Alors nous sommes très heureux d'accueillir Jean Garon avec nous à l'Action nationale. Je le dis chaque année, la Revue d'Action nationale se caractérise par son exceptionnelle longévité, puisqu'en 2017, nous allons franchir le cap du centenaire. Bravo! Notre revue est un carrefour, un lieu de débat où sont publiées et discutées toutes les positions qui peuvent faire avancer la cause de l'indépendance. La publication de cette revue, nous ne le dirons jamais assez, est un exploit qui se renouvelle d'année en année, car nous travaillons avec de très maigres ressources. Nous n'avons jamais reçu de subventions publiques. Et si nous avons réussi à persister, c'est grâce au dévouement, à la générosité et au travail de centaines de bénévoles qui écrivent dans la revue et qui nous aident financièrement. C'est par des activités de financement, comme ce souper bénéfice de ce soir, c'est aussi par notre campagne annuelle de financement que nous pouvons continuer la lutte intellectuelle. Évidemment, notre ambition, c'est de propager nos idées. Et pour les propager, il faut multiplier les abonnements à la revue et au cahier de lecture que nous éditons aussi. Et je voudrais donc vous faire penser que la période de Noël approchant, il serait peut-être opportun que vous offriez en cadeau de Noël la revue de l'Action nationale ou encore les cahiers de lecture. La rencontre de ce soir, c'est donc la fête de la détermination, la fête de la persévérance et surtout, je dirais, la fête de la cohérence politique, vertu qui manque trop souvent au Québec dans nos milieux politiques. Nous sommes persuadés qu'un mouvement pour exister, se développer et réussir doit disposer d'un organe de réflexion et de communication qui puisse rejoindre ses militants et expliquer les raisons de son combat. Et donc, c'est l'ambition de l'Action nationale et nous voulons ce soir témoigner notre reconnaissance à tous ceux qui, dans l'ombre, œuvrent au succès de cette revue indispensable au combat pour l'avenir politique du Québec. Dans cet esprit de reconnaissance, la Ligue d'Action nationale que je préside a décidé, il y a 3 ans, d'honorer la mémoire de Rosaire Morin, qui a publié plus de 2000 articles et qui a dirigé la revue de 82 à 99. Nous avons donc créé le prix Rosaire Morin, qui est décerné chaque année à un militant ou une militante indépendantiste qui, par ses écrits, a contribué de façon significative au développement de la conscience nationale.
Pour l'année 2013, le conseil d'administration a décidé de remettre le prix Morin à André Ferretti. Récipiendaire. Bonsoir. S'il est une figure parmi les artisans de l'Action nationale qui a su incarner aussi bien la détermination farouche que l'attachement indéfectible à son peuple, c'est bien celle de Rosaire Morin. Il a tant fait pour le Québec, ce n'était que justice que la Ligue d'Action nationale honore sa mémoire en créant le prix qui porte son nom. Mais la célébration de ce soir n'est pas seulement une occasion de témoigner de notre fidélité à l'homme admirable et attachant qu'il a été. C'est aussi et surtout le moment de témoigner des idéaux qui l'ont inspiré et qui ont façonné son héritage, solidifié les bases de ce qui nous rassemble ici. Ce soir, Rosaire Morin est bien vivant dans notre mémoire. Il brûlait d'un amour du Québec, un amour assez fort pour triompher de tous les obstacles, pour inspirer aussi toutes les patiences. C'est pour célébrer la force de cet amour du pays que nous remettons ce soir le prix Rosaire Morin à Mme André Ferretti. Nous le remettons à la militante, certes, mais aussi à l'essayiste, à l'auteur, à la polémiste redoutable, à l'oratrice passionnée. Bref, nous le remettons à une femme entière, parce qu'elle est une femme entière. Tout d'une pièce, debout dans ses convictions, droite et tenace dans ses engagements. André Ferretti n'a pas seulement été une militante de la première heure, une figure rayonnante de l'indépendantisme renaissant du début des années 60. Elle incarne la pulsion vive, l'élan militant, nourri de la seule force capable de venir à bout de tous les obstacles, celle que procure la fidélité à son peuple, parce qu'il y a de meilleurs en lui. Depuis plus de 50 ans, André Ferretti aura pratiqué un indépendantisme intransigeant, le seul qui sache garder l'espoir rivé sur les balises qui laissent deviner les voies de la liberté dans des chemins semés d'embûches. L'usage veut qu'en une occasion comme celle-ci, l'on relate les accomplissements, qu'on énumère les collaborations, les contributions aux grands moments du combat national. On me permettra de faire ici un accroc au protocole pour souligner d'un seul trait et avec une même reconnaissance, non pas les actions seulement de André Ferretti, mais bien plutôt l'ensemble de son œuvre. Un œuvre, le masculin est important ici, c'est-à-dire un mouvement de l'être tout entier qui se jette dans le monde pour y faire trace. Il n'y a pas de césure chez elle entre le travail militant et sa démarche de connaissance, tout comme il n'y a pas de hiatus entre son engagement politique et sa liberté créatrice. Ses romans s'enracinent dans ce qu'il y a de plus inspirant dans la culture québécoise qui s'affirme, comme ses essais tranchent dans la pensée flasque des démissionnaires. Ses emportements, faut-il le mentionner, sont légendaires. Mais il faut aussi se rappeler jusqu'à quel point ils ont été et continuent d'être nécessaires. La tiédeur tue, la mollesse est notre pire ennemi. Il faut saluer son caractère énergique. André Ferretti sait ce que c'est que le dépassement. Ses proches savent ce que cela donne, savent que cela donne une couleur particulière à son immense générosité. Car dans le tourbillon de son incessante activité se dessine la figure de la fidélité à tout ce qui, au-delà des ruptures parfois nécessaires, vient réaffirmer l'essentiel. Rosaire Morin avait une qualité exceptionnelle. Il savait deviner la force des êtres. Serait-il avec nous ce soir qu'il aurait fait lui-même la recommandation de remettre à André Ferretti ce prix de la reconnaissance? Parce qu'il savait que rien n'est plus puissant que le regard porté sur les pas qui ont fait le chemin pour mieux juger de l'horizon. Gaston Miron, avec qui elle a beaucoup travaillé et aux côtés de qui elle a mené bien des combats,
à trouver les mots qui donnent à son parcours tout le sens que la remise de ce prix nous inspire. Nous savons qu'elle arrive à ce qui commence. Grâce à elle, grâce à ce qu'elle incarne et en raison de ce qu'elle inspire, nous savons aussi, comme le disait Miron, que ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. André Ferretti, c'est un honneur de vous remettre le prix Rosaire-Morin. Nous ferons l'indépendance. Nous la ferons avec vous. Nous la ferons pour vous, pour nous, pour la suite du monde. André Ferretti. Salut. Bravo. De l'Action nationale, de la Ligue, de la Revue, des cahiers de lecture. Je voudrais évidemment remercier ces messieurs dames de la Ligue qui ont certainement qui sont certainement des émules, des parfaits émules de Rosaire-Morin, pour avoir une conception du militantisme si large qu'ils m'ont jugé digne du prix qu'ils me remettent ce soir et de l'honneur qui s'ensuit. Car, évalué à l'aune de la réalisation de l'objectif primordial visé par mon action militante et mes écrits, il est loin d'être certain que je mérite ce prix. En dépit des multiples débats et durs combats auxquels j'ai ardemment participé avec 4 générations de militants indépendantistes, la nation québécoise n'est-elle pas tout aussi éloignée de son accession à l'indépendance politique qu'il y a 50 ans? J'accepte néanmoins le prix avec reconnaissance, fierté et bonheur. Précisément parce que je n'ai rien réalisé. Pas la plus infime réforme du système dominant, n'ayant jamais accepté le moindre compromis qui m'aurait permis, comme cela m'a quelquefois été proposé, d'accéder à certains postes de responsabilité dans les instances décisionnelles de nos institutions politiques et culturelles provinciales. Précisément parce que j'ai toujours pensé et pense toujours que ce n'est pas en œuvrant à l'intérieur et dans le respect de ces règles qu'on renversera l'ordre établi. Au mieux, peut-on y corriger les pires effets délétères des conditions d'existence de notre nation. Pour un temps, comme le montre à l'évidence le désastreux recul du français comme langue officielle et d'usage, malgré l'adoption de la Charte de la langue française il y a à peine 36 ans. Et l'on peut, malheureusement sans crainte de se tromper,
prédire le même sort à la Charte des valeurs québécoises dans le cadre constitutionnel actuel. Précisément parce que je crois que l'accession à l'indépendance repose sur un militantisme dont la vertu principale est de ne jamais lâcher la croix pour nombre. Sur un militantisme dont l'objectif principal est la politisation et la mobilisation du peuple, puisque, comme le disait si bellement Hélène Penneau, seule la force de son désir d'autodétermination peut conduire, le peuple peut conduire à la victoire décisive. Sur un militantisme dont l'exigence principale est l'engagement dans une lutte sans détour, ouverte et constante contre toutes les formes directes et sournoises de domination et d'exploitation qui maintient notre nation dans une dépendance de plus en plus destructrice, non seulement de ses institutions, mais des caractères mêmes de son identité. Précisément parce que je crois qu'une lutte victorieuse pour l'indépendance requiert de ses militants une liberté sans restriction de parole et d'action. Un soir, alors qu'à son invitation, je le rencontrais dans les hauteurs d'un édifice de la rue Sherbrooke, Rosaire Morin m'a fait part de son estime pour mes justes analyses, mes convictions profondes et mon engagement sans peur. Vous luttez comme vous respirez, m'a-t-il dit. Avant que j'ai eu le temps de rougir, il avait déjà commencé à critiquer avec autant de bienveillance que de sévérité l'impétuosité de mon discours et de mon action révolutionnaire. Lui qui était révolutionnaire dans toutes les fibres de son être, lui qui n'avait de cesse d'élaborer des stratégies inédites de lutte, pour ne donner qu'un exemple, l'Organisation des États généraux du Canada français à la fin des années 1960. Lui qui n'avait de passion plus grande, d'engagement plus constant que ceux qui l'investissaient avec un dévouement et un désintéressement personnel sans égal dans la lutte pour l'indépendance de sa nation. Je veux croire que nous unissait, au-delà de négligeables divergences, un même amour de la liberté et la même espérance de voir notre peuple en prendre le risque. Comme l'affirmait si justement Gaston Miron, et je reprends, cela ne peut pas toujours arriver. Continuons le combat. Vive le militantisme, vienne l'indépendance. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Catherine Dorion, c'est moi qui vais animer la soirée de la conférence, la période de questions à la suite de la conférence. C'est un honneur pour moi de pouvoir faire ça. Merci à Denis qui m'a invité. Je vais vous expliquer rapidement le déroulement de la soirée. On va d'abord, il va y avoir d'abord les deux premiers services du repas, pendant lesquels vous pourrez voir une présentation PowerPoint des réalisations de l'Action nationale depuis la dernière année. Après, il y aura le service du vaisselle et du café. Et ensuite, Mme André Ferretti reviendra sur scène pour nous présenter notre invité, Jean Caron, qui nous fera sa conférence. Et ensuite, il y aura une courte période de questions avec le public. Donc, avec 2 micros, si vous avez des questions à vous poser, ce sera le moment de le faire. Et à la fin, il y aura une vente de livres et une période de signature des livres de M. Garon, Laplante et Molière, aux 3 livres différents. Vous pourrez aller aux tables juste à l'extérieur pour les acheter et les faire signer. J'aimerais souligner la présence parmi nous ce soir. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Pierre Marois, qui est ancien ministre du Travail dans le gouvernement Lévesque,
Gilbert Paquette, ancien ministre et président du Conseil de la souveraineté, Mario Beaulieu, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Louis Bernard, qui est secrétaire général du Conseil exécutif, qui a été secrétaire général du Conseil exécutif sous les gouvernements Lévesque et Parizeau, Pierre Graveline, directeur général de la Fondation Lionel Groulx, France Théoret, écrivaine récipiendaire du prix Athanase David en 2012, Djemila Benhabib, essayiste et porte-parole de la Coalition pour la laïcité, André Forcier, cinéaste, Gilles Laporte, président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, Robert Comeau, directeur du Bulletin d'histoire politique, et Pierre Dubuc de l'Autre Journal. Comme à chaque fois, comme je le fais depuis 2 ans, à l'invitation encore une fois de M. Monnière, je fais souvent en guise d'ouverture à la soirée une prestation artistique. Et je regardais aujourd'hui, en préparation de cette soirée-là, je regardais des vidéos YouTube de M. Garon. Ce que j'ai trouvé touchant, c'est l'espèce d'amour qu'il donnait au mot militant quand il disait qu'il s'écrivait avant tout comme un militant. Il parlait du Parti québécois, il nous disait qu'il a mis ce parti-là sur pied, qu'il a mis ce parti-là au monde, puis qu'ensuite certains nouveaux arrivants sont venus juste quand ils ont vu que c'était un parti qui pouvait gagner aux élections. Puis c'est peut-être ce qui a fait que finalement, c'est ce qui fait que des fois dans tous les partis, au lieu d'avoir peur seulement de ne pas être capable de gérer notre pays, on se met à avoir peur en plus de ne pas gagner nos élections. Mais encore une fois, c'est la peur qui est exactement l'inverse du désir, qui empêche le plein déploiement de ce désir-là de pays en une force qui transformerait les conjonctures à son avantage, comme le dit si bien Hélène Pellot dans son texte « La force du désir ». Donc, en guise d'ouverture à cette soirée-là, je vais vous faire un poème qui, cette fois, s'adresse autant aux Québécois qu'aux militants, puis d'ailleurs à n'importe quel militant à travers le monde à cette époque qui, je trouve, est assez dure psychologiquement, collectivement, humainement, en tout cas. Et c'est un poème contre la peur, pour le frissonnement du risque et l'infini plaisir qui vient avec. Pendant que nous cherchons à sécuriser nos acquis, tout s'en va. Les années tombent les unes sur les autres comme des allées de dominos, et nous attendons de n'être plus bons à rien, pour essayer enfin de nous prendre en main, mais finalement nous dire à nous-mêmes, comme un vieux désinvolte aux artères encrassées, « Oh, je suis trop magané maintenant de toute façon, fait que autant me scraper à la face encore la soirée. » Et en attendant, toujours aussi fascinés par la hauteur, nous échafaudons sans cesse de nouveaux châteaux de cartes. Vite, monter le plus possible avant qu'un coup de vent ne défasse l'édifice, avant que la mort ne nous prenne, sortir de nouvelles cartes, ne jamais se reposer entre 2 cartes, faire mieux que nos voisins, dépêchons, courons, ramons. Les investisseurs n'encourageront pas les 2e violons et personne ne voudra de l'avant-dernière nouveauté. Et moi, pourtant, j'aurais voulu connaître ce qui vieillit, ce qui est capable de vieillir, ce qui reste là, intuable et drette, au milieu de l'incessante tempête des dernières nouveautés, qui nous arrivent de loin, mais qui sont là, disponibles, pas chères, accessibles, qui assomment à mort les marchés indigènes, qui enlèvent au monde entier l'espace pour créer soi-même, pour confectionner, pour être en action, plutôt qu'en état de réception perpétuelle, de consommation inconditionnelle. Ces nouveautés qui pensent à nos besoins, 1000 besoins à l'avance, et nous sommes tellement saturés de satisfaction que nous avons oublié ce que c'était que le désir. Et nous avons encore moins l'ombre d'un souvenir de ce que c'est que de trouver soi-même le moyen d'y répondre. Nous n'avons pas besoin d'être des brouillards, nous n'avons qu'à ouvrir la bouche comme un oisillon dépendant. Mais l'homme qui ne crée pas est un homme obèse. Tout entre en lui par tous les canaux, mais rien jamais n'en sort. Il avale, il n'est que péristaltisme. Et ce qu'il porte ou portait, barricadé en lui, cette chose qui lui aurait été transmise de main d'artisan, d'homme à homme, soigneusement, de mère à enfant, depuis la nuit des temps, comme pour une course à relais contre le néant, et qui aujourd'hui est arrivée jusqu'à lui, c'est à lui qu'elle va s'arrêter. C'est à lui qu'elle va s'enfoncer dans la boîte et sombrer dans des oubliettes de l'humanité. Nous nous sommes débarrassés des liens handicapants qui nous unissaient les uns aux autres et nous sommes devenus libres et solitaires et désemparés avec ce sentiment collant d'impuissance générale. Nous en sommes presque à hisser le drapeau blanc et à ordonner qu'on fasse taire ceux qui nous disent encore qu'il faudrait continuer à se tenir debout. Parce que la vérité, c'est que nous ne savons plus comment sortir de cette extrême prudence,
Nous ne savons plus comment sortir de cette sécurité qui a habillé notre pensée et notre cœur de casques, de ceintures et de coussins gonflables et qui a étouffé notre émotion dans ces masques à gaz afin qu'elle cesse de générer des idées bâtardes, des idées sauvages qui n'ont rien à foutre, des œillères et des licous, des idées dangereuses qui se calissent de ceux au pied de qui tout le monde s'incline. Mais la sécurité a tracé pour notre pensée des sentiers avec des barrières partout, grâce auxquelles nous évitons le frémissement de l'inconnu, la fébrilité d'un sol dont personne encore ne nous aurait dit quoi penser et dont on serait obligé d'explorer la consistance physiquement, avec toute la sensibilité de ce corps qui ne nous sert plus à rien, ni à courir dans les chemins non défrichés, ni à battre fort au contact des choses défendues que nous ne savons même plus que nous désirons. Grand bien nous en fasse. Nous sommes saufs, nous avons été sécurisés. Dans un monde où croire en quoi que ce soit est considéré comme un acte de fanatisme, que pourra-t-on jamais bâtir? À quoi sommes-nous encore capables de donner du sens? Il suffirait pourtant qu'on sorte des chemins que d'autres ont tracés pour nous et qu'on se laisse séduire par le plaisir qui nous prendrait alors, par le frissonnement du risque, par l'exaltation de la découverte et par toutes ces sensations délicieuses que nous croyions réservées à l'enfance ou à l'amour fou et dont nous ne savions pas qu'elles étaient demeurées en nous tout ce temps-là, attendant sagement qu'on désapprenne la résignation, attendant sagement le retour du désir de vivre et de l'envie de bâtir soi-même sa maison. Alors, pour nous aider à oser, j'ai écrit cette petite prière. Vive mon peuple, vive ma gamme, t'es potes. Même avec tes faiblesses, t'es belle, t'es originale, t'es rare. Puis je veux pas te faire chier, là, mais je te le dis parce que je t'aime. Tu mérites mieux que ça. Fait que déjeune-toi, puis sors de chez vous. Tu vas voir, fais-moi confiance, tu vas y prendre. Merci. Repas, qui sera, j'espère, délicieux. Je voudrais remercier les commanditaires de la soirée, qui sont Gestion François Baudouin, la Vignoble de la Rivière-du-Chêne, ainsi que les organisateurs de cette soirée, Christian Gagnon, Jacques Martin et Sylvain Deschênes. Merci beaucoup. Alors, bon appétit!